Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder une œuvre archi-célèbre de la peinture française, La liberté qui est dans le peuple, qui a été peinte par Eugène Delacroix en 1830. C'est une œuvre qui fait un peu plus de 3 mètres de large et qui est conservée au musée du Louvre. Alors, contrairement à ce que beaucoup de visiteurs pensent ou même de Français pensent, cette œuvre ne représente pas la Révolution française de 1789. Je vous rappelle que nous avons eu 3 révolutions en France, donc 1789, 1830, 1848, et ce qui va nous concerner aujourd'hui, c'est la Révolution de 1830. C'est suite à cette Révolution de 1830 que on dit au revoir à la restauration de la monarchie et donc qui oblige Charles X à abdiquer, et c'est ce qui va mettre en place la monarchie de Juillet avec Louis-Philippe. Alors on appelle cette monarchie de Juillet justement parce que cette révolution de 1830 a eu lieu pendant le mois de juillet 1830 et principalement sur 3 journées qu'on appelle les 3 glorieuses qui ont eu lieu le 27, 28 et 29 juillet avec spécifiquement vraiment de grosses insurrections qui ont eu lieu le 28 juillet. Delacroix, lui, n'a pas participé à cette révolution, il était présent à Paris, il a été témoin, il a entendu parler, enfin voilà, il a vu des choses, mais il ne fait pas partie des révolutionnaires, mais il a envie de se sentir impliqué malgré tout dans cette révolution, et sa manière de s'impliquer, ça sera de faire ce tableau qui représente ces journées de 1830. On est dans le contexte de la peinture romantique, hein. Delacroix fait partie des artistes principaux de ce courant romantique, et une des spécificités des artistes romantiques, c'est de vouloir représenter l'actualité, de représenter leur temps, alors que jusqu'ici, et notamment dans la peinture néoclassique, on préférait plutôt représenter tout ce qui était sujet d'histoire romaine, par exemple, ou des sujets mythologiques ou religieux. Alors la composition est à la fois réelle et fictive, c'est-à-dire, et c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que Delacroix, il utilise des personnages plausibles, des personnages réels, alors ça ne veut pas dire que ce sont des portraits à proprement parler, mais ce sont des vrais gens, on va dire, et au centre de la composition, vous avez ce personnage qui incarne la liberté et qui, pour le coup, est une allégorie, c'est-à-dire que c'est pas un vrai personnage, c'est un personnage fictif, c'est une sorte de concept, c'est comme si le personnage n'était pas là en réalité. Les personnages, les autres, ils sont soutenus, ils sont embarqués par la liberté, mais elle n'est pas physiquement présente en fait, hein. C'est une sorte de concept qui est dans l'air, on peut dire, hein. Donc vous avez cette opposition entre réel et fictif, et on le voit bien dans la manière de représenter les personnages. Les personnages réels vont avoir des vêtements observés du 19e siècle, tandis que notre allégorie de la liberté est beaucoup plus à l'antique. Elle est, vous voyez, de profil, avec le profil grec à l'antique, hein, le nez dans le prolongement du front. Elle laisse entrevoir sa poitrine, un petit peu comme une sculpture de la victoire, par exemple, qu'on pourrait avoir à l'époque gréco-romaine. Mais pour qu'elle soit mieux intégrée dans sa composition, pour que ça ait l'air d'être un peu plus naturel et pour la rendre un petit peu plus active, Delacroix va lui mettre dans les mains les emblèmes des autres personnages. Donc elle tient le drapeau tricolore, elle tient un fusil et elle a également le bonnet phrygien. Elle va un petit peu choquer en fait, hein, cette allégorie parce qu'on l'a trouvée un peu vulgaire, notamment parce qu'elle a du poil sous les aisselles et ça passe pas. C'est pas possible, hein. Dans la peinture du début du 19e, c'est un chouille trop réaliste. Et autour d'elle, donc comme je vous disais, des personnages qui sont vraisemblables, des personnages qui appartiennent à toute catégorie sociale. Donc vous voyez qu'il y a sur le centre gauche un personnage qui est plutôt un bourgeois, qui est bien habillé avec son chapeau haute forme. Derrière lui, c'est plutôt un ouvrier qui est représenté avec une sorte de salopette. Il y a également des enfants qui sont représentés, qui ont sûrement retrouvé des armes par terre. Donc à gauche, vous avez ce petit gamin sur la barricade qui tient un pavé et un sabre. Et à droite, ce personnage qui a dû ramasser les revolvers et qui sera sûrement une source d'inspiration pour le Gavroche de Victor Hugo, hein. C'est bien Delacroix qui a influencé Victor Hugo et pas le contraire, hein. Parce que des fois, on dit que ce petit gamin représente Gavroche. Gavroche n'existe pas encore au moment où Delacroix fait ce tableau, hein. Au centre, vous voyez ce personnage qui s'appuie sur la barricade et qui semble regarder la figure de la liberté. Vous voyez qu'il a des vêtements tricolores qui répondent au drapeau tricolore qui est porté par l'allégorie et qui semble se déployer dans toute la scène.
voyez que tout le ciel semble devenir tricolore. Vous avez vraiment des reflets bleu, blanc, rouge au niveau des nuages. Et d'ailleurs, au loin, vous remarquerez aussi qu'on voit les tours de Notre-Dame qui permettent de vraiment resituer l'œuvre dans son contexte de l'insurrection parisienne. Au premier plan, Delacroix choisit de représenter des cadavres. C'est une influence qui lui vient sûrement du Baron Gros, qui est un grand artiste pré-romantique, on peut dire, et qui, dans ce tableau de la bataille d'Eylau du tout début du 19e, va représenter des cadavres au premier plan. Et ça va d'ailleurs énormément émouvoir les spectateurs qui n'étaient pas du tout habitués à voir ce type de choses au premier plan. Géricault fera aussi la même chose dans le radeau de la Méduse. Donc là, vous voyez qu'on retrouve ce principe d'avoir les cadavres au premier plan. Par contre, la dimension que Delacroix va rajouter, c'est cette opposition entre les cadavres horizontaux du premier plan, alors que tous les personnages derrière, eux, sont verticaux, bien debout, et ça permet vraiment de créer un dynamisme au niveau de la composition. Au premier plan, vous voyez ce personnage aussi qui a pu choquer les visiteurs du salon, de voir cet homme qui a été complètement détroussé, qui montre aussi toutes les horreurs de ces journées insurrectionnelles où on en profite pour piller les cadavres et qui laisse entrevoir d'ailleurs les poils au niveau de son entrejambe. Et je vous ai dit qu'on n'aime pas trop les poils à cette période-là. L'œuvre sera achetée par le gouvernement de Louis-Philippe, et à juste titre, puisqu'elle représente finalement la journée qui va lui permettre de monter sur le trône. Donc on se sent quand même un peu obligé d'acheter l'œuvre. Mais elle met un peu mal à l'aise quand même, parce que cette œuvre ne fait que rappeler la violence qui était nécessaire pour qu'il puisse avoir ce changement de régime. On n'est pas, voilà, pas très à l'aise avec ce principe-là. On préférait un petit peu étouffer cette violence qui a eu lieu. Donc même si Louis-Philippe achète cette œuvre, elle ne sera quasiment pas exposée. Il faudra en fait attendre la mort de Delacroix en 1863 pour qu'on l'expose réellement. Et donc finalement, c'est un petit peu étonnant de voir que cette œuvre qui est devenue un emblème de la peinture française a été cachée pendant des décennies parce qu'elle était vue peut-être un petit peu comme une sorte de tabou. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment une œuvre qui est devenue un emblème de la peinture française, une œuvre qui est très symbolique et qui incarne la liberté qui est rattachée au peuple français. Voilà, donc je vous ai juste donné les grandes lignes pour pouvoir mieux comprendre cette œuvre. Je pense qu'on pourrait en parler beaucoup plus longtemps, mais je préfère faire des petites vidéos courtes juste pour vous donner vraiment les clés principales pour comprendre. Pensez, comme d'habitude, à liker, me laisser des petits commentaires, vous abonner à la chaîne et on se retrouve prochainement.